Peut-on encore défendre la justice en France sans risquer l'acharnement de l'État? Dans ce passage, Juan Branco dévoile les dessous d'une procédure de radiation inédite et lance un appel à ne plus jamais rester seul face à l'arbitraire. Je voudrais vous remercier tous de vous être rendus en plein été soutenir un homme qui ne le mérite peut-être pas, mais une robe qui, elle, avait besoin de vous. C'est un moment historique parce que c'est peut-être la première fois dans l'histoire du barreau où le ministre de la Justice, alors ministre de l'Intérieur, le premier président de la Cour d'appel de Paris, le président du tribunal judiciaire et le parquet général se sont réunis pour demander la radiation d'un avocat et son interdiction d'exercer. Ils l'ont fait pour des motifs si futiles qu'il pourrait paraître délirant de les énoncer. Avoir utilisé une enveloppe noire dans une correspondance avec un magistrat. Avoir fait poursuivre un magistrat pour un faux qui a été reconnu depuis et qui a amené à son éviction du parquet de Paris. Avoir défendu un homme, Kémy Séba, à qui on imposait une procédure de retrait de nationalité pour la première fois en 50 ans, avec une disposition qui avait été adoptée dans l'entre-deux-guerres pour les raisons que vous imaginez. Et avoir dans des écritures, devant le Conseil d'État, normalement protégées et assurant l'immunité à ceux qui les écrivent, parce qu'ils les écrivent au nom des personnes qu'ils défendent, et non pour exprimer leurs opinions ou leurs idées, avoir dans ces écritures auprès du Conseil d'État rappelé que cette décision et cette initiative prise par Gérald Darmanin avait évidemment une inscription dans l'édifice colonial républicain et visait cet homme parce qu'il était noir et alors qu'il était né en France de parents français, était considéré que parce qu'il défendait des idées qui ne plaisaient pas à la présidence de la République et parce qu'il s'était opposé à la guerre dans laquelle M. Macron voulait nous emporter au Niger, que nous avons évité, notamment grâce à lui, qu'il ne méritait plus de porter la nationalité française. Et c'était cet acte d'une violence extraordinaire que nous avons dénoncé dans ces écritures m'a valu une plainte pénale de Gérald Darmanin et une saisine du bâtonnier qui, sans enquête déontologique préalable, a décidé de me traîner devant mes pairs pour me faire juger. Enfin, l'enveloppe noire, on en a parlé, les poursuites, ces écritures et un tweet. Un tweet dans lequel j'expliquais que les précédentes procédures avaient été enclenchées à l'initiative du président du tribunal judiciaire, ce qui était factuellement vrai, et qu'il avait demandé ma tête au bâtonnier, faute de quoi, disait-il, faute de quoi, les relations entre le barreau et le tribunal judiciaire seraient rompues. Et là encore, dans un courrier auquel nous avons eu accès, inédit de par sa violence et de par son intromission grave dans le libre exercice de la défense et des droits des avocats, une violence qui, parce qu'elle était dénoncée, me valait un courrier du président du tribunal judiciaire à nouveau et du premier président de la cour d'appel pour enclencher ces poursuites. Donc aujourd'hui en France, lorsque l'on se défend d'avoir été injustement poursuivi, on se fait à nouveau poursuivre. Aucun de ces actes pour lesquels je suis poursuivi n'a d'autre raison d'être que d'avoir exercé en tant que citoyen et en tant qu'avocat mes droits, et strictement mes droits. Et pour cela, on me veut abattu. Et en réalité, vous le savez parfaitement, l'objectif, c'est à travers moi, à travers cette procédure, de vous intimider, vous, et de faire tomber un des remparts qui cherche à vous protéger de la violence et l'arbitraire de l'État. Et la meilleure illustration de cela est évidemment cette décision qui a été prise hier à 21h30 par la préfecture de police de Paris, qui a été validée par le tribunal administratif de Paris, ce matin en catimini et sans audience, consistant à interdire ce rassemblement dont ils avaient peur, alors même qu'ils avaient convoqué cette audience déjà en plein été, dans l'espoir qu'elle permette une sanction et une radiation discrète. Nous sommes donc venus avec mes confrères que je remercie de leur soutien, parce que ce n'est pas évident, avec le soutien en particulier de ma consoeur Cassandra Place, qui a porté devant le tribunal administratif de Paris ce recours, ce référé-liberté, qui a été honteusement rejeté en quelques heures de façon silencieuse par ce magistrat seul, qui n'a même pas siégé avec d'autres des siens. Eh bien, nous sommes venus leur demander évidemment un renvoi, parce que nous n'acceptions pas que cette audience se tienne en ces conditions, avec une atteinte évidente à la publicité, mais aussi tout simplement à la liberté de réunion, et que l'on voyait parfaitement le manège qui était en train d'être mis en œuvre. Je ne reviendrai pas sur les conditions qui ont amené ce bâtonnier
pour la première fois, celui-ci en particulier, à se prêter à ce jeu, à participer à ces manœuvres, avec la complicité d'un certain nombre de personnes, avec des rapports que nous avons déjà établis, avec notamment Xavier Niel, avec qui il s'est montré en proximité de façon répétée, malgré sa condamnation pénale, malgré son passé de proxénétisme, eh bien, nous nous sommes retrouvés entre ses mains et nous dénonçons le fait qu'il soit responsable de cette situation, conjointement avec ces autorités qui ont décidé à un moment donné de couper la tête d'une personne qui, pour des raisons évidemment explicables, commençait à les gêner. Cela m'inquiète. Cela m'inquiète parce que cela dit quelque chose de l'état d'une justice dont nous percevons tous au quotidien les défaillances et le fonctionnement. Que toutes ces sommités aient le temps et considèrent pertinent de dévouer de telles ressources pour essayer d'écraser un homme porteur d'une robe, plutôt que d'essayer de réparer un pays qui ne va pas dans l'état où il devrait être, plutôt que d'essayer de continuer et d'accroître les poursuites qui devraient être menées contre ceux qui prennent des décisions insupportables, que ce soit en termes de violence policière, de violence politique, que ce soit en termes de corruption, que ce soit en termes de corruption de notre propre édifice judiciaire, est particulièrement révélateur. Et qu'ils en soient à le faire de façon si éhontée, sur des prétextes aussi ridicules, après avoir tout tenté ces dernières années, après avoir mené à mon encontre des instructions criminelles, délictuelles, enclenché plus de 43 procédures qui aujourd'hui ont tout échoué, devrait nous inquiéter collectivement. L'absence de la presse institutionnelle, le fait qu'à aucun moment des faits aussi graves aient fait l'objet d'une quelconque couverture médiatique, d'une quelconque interrogation de la part de nos journalistes à l'égard de ce qui était en train de se jouer au sein de nos institutions, à l'égard de ce qui était en train de se jouer non seulement autour de ma personne, mais des causes que l'on défend, et la possibilité que nous leur faisions peur parce que nous voyons ici la diversité des causes qui sont représentées. Du panafricanisme aux gilets jaunes, des personnes qui se sont battues dans le convoi des libertés sur les mesures sanitaires, jusqu'à des confrères qui ont une pratique non politique du droit, mais qui considèrent que parce qu'il est nécessaire dans un système démocratique qu'on l'autorise, qu'il doit se présenter à nos côtés. C'est cela qui leur fait peur. C'est le fait qu'en toutes ces années de persécution, il n'ait pas réussi à nous marginaliser et que nous soyons de façon croissante de plus en plus nombreux. C'est pour cela et pour cela seul que vous avez été interdit. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que vous avez été interdit. On a voulu vous empêcher de venir ici. On a essayé de vous déporter de l'autre côté, loin de l'événement qui devait se tenir pour qu'on ne vous voie pas, pour qu'on ne vous entende pas et pour qu'on ne perçoive pas qu'y compris le 16 juillet, sans aucun moyen particulier, nous étions capables de nous regrouper pour dénoncer ce qui s'est passé, pour faire corps et pour se montrer en solidarité. Alors il m'apparaît fondamental que vous reveniez, que vous fassiez cet effort que je conçois important. Je sais qu'il y a près de 80 personnes ici qui sont venues du reste de la France, qui se sont mobilisées alors même qu'on leur avait dit que cette manifestation serait interdite, pour s'assurer qu'ils ne viennent pas. Je souhaiterais et je vous demande de revenir pour l'audience au fond qui a été planifiée sur une journée entière. Ils veulent passer une journée entière sur un tweet, une enveloppe, la commission d'info par un magistrat qui a été acquise. Et quel est le dernier motif? J'ai déjà oublié, et évidemment, la défense d'un homme devant le Conseil d'État. Ils veulent passer une journée. Eh bien, on va passer cette journée. On a demandé et obtenu qu'un magistrat professionnel préside à cette audience, qu'il n'y ait pas un entre-soi entre des membres de l'ordre qui, pour des raisons plus ou moins avouables, pourraient s'être organisés pour orienter la décision dans un sens ou dans l'autre. J'espère que vous serez là, j'espère que vous serez, non pour moi, mais pour les causes que l'on défend, et la possibilité de ne pas être intimidé, de s'assurer que demain, d'autres personnes prendront le relais. Car je ne suis rien, comme le dirait un certain président de la République, je ne suis rien si ce n'est autre chose que vous. Je suis quelqu'un qui, à un moment donné, dans ce pays, a essayé d'éviter son effondrement et s'est battu en dénonçant un certain nombre de vérités et s'est élevé en protection de ceux qui prenaient ce risque parce que c'est devenu un risque aujourd'hui. Et il faut absolument que nous traversions et que nous transmettions ce message à tous ceux qui nous écoutent. N'ayez pas peur, nous pouvons, y compris dans des conditions exceptionnelles d'interdiction de manifestation, nous réunir parce qu'ils n'osent pas. Parce que quand ils nous voient, ils n'osent pas aller plus loin. Ils n'osent pas faire ce qu'ils ont fait il y a quelques années avec les Gilets jaunes, ce qu'ils ont fait par la suite avec tous les mouvements sociaux, parce qu'ils savent le danger qu'il y aurait à atteindre à vos corps, ils savent le danger qu'il y aurait à passer la ligne jaune. Donc je vous demande d'avoir ce courage une nouvelle fois, de venir à nouveau nous soutenir et de s'organiser, parce que c'est très important, et je finirai là-dessus, il faut que l'on s'organise
pour se protéger. Les aventures solitaires, martyrologiques, qui nous feraient assimiler une forme de Christ suicidaire ou sacrificiel, ce n'est pas possible ni pour vous, ni pour moi. Il faut qu'on l'on fasse bloc et que l'on s'assure que plus jamais l'un d'entre nous se retrouve seul lorsqu'il cherche à défendre des idées, lorsqu'il cherche à défendre l'intérêt général. Donc encore une fois, mon émotion de vous voir ici présent malgré toutes les difficultés, de voir des visages connus, de voir le syndicat des Gilets jaunes qui a déclaré cette manifestation que l'on défend devant la Cour européenne des droits de l'homme, de voir mes confrères qui ont fait ce déplacement, et je nous espère encore plus nombreux le 15 octobre, si j'ai bien compris, à 9h30. Le 15 octobre, à 9h30, devant ce palais, devant cette audience, venez, parce que si vous nous laissez seuls ce jour-là, ils l'interpréteront de façon à s'assurer à ce que la sentence soit définitive. Merci à tous. Merci d'avoir regardé cet extrait. Si ce combat pour la justice, la vérité et la liberté d'expression résonne en vous, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Rejoignez-nous, informez-vous, restez vigilants et surtout, ne laissez jamais l'arbitraire gagner. À très bientôt pour d'autres extraits et d'autres vérités à défendre. Force et courage à tous.